Bonsoir, mes chers veilleurs. C'est Fox. Bienvenue une fois encore dans cette chambre de lecture où les siècles parlent bas, où les villes disparues s'éclairent à la seule lueur d'une phrase et où les vieux récits ont encore la singulière audace de nous comprendre. Ce soir, nous allons entrer dans Bagdad, non pas la Bagdad des cartes et des dates, mais celle de l'imaginaire, des ruelles étroites, des cours intérieures, des portes closes, des rendez-vous périlleux, et de ces existences qu'un mot de trop peut faire basculer. J'aime profondément cette histoire, parce qu'elle repose sur une idée délicieuse et terrible. Il est des hommes dont l'esprit est un secours, et d'autres dont l'esprit est un fléau. Ici, tout le drame naît d'un barbier qui ne sait pas se taire. Ce n'est pas un assassin, ce n'est pas un tyran, ce n'est même pas un véritable méchant. C'est pire à sa manière. C'est un homme convaincu de sa sagesse, amoureux de sa propre voix, si plein de lui-même qu'il devient pour autrui une catastrophe ambulante. Et dans cette comédie presque cruelle, on reconnaît quelque chose de très moderne, le mal que peut faire l'indiscrétion, le ridicule de la vanité savante et la fragilité d'un destin livré à un importun. Le texte nous vient des Mille et une nuits, ce vaste recueil de contes enchâssés que l'Europe a découvert au début du XVIIIe siècle grâce à Antoine Galland, orientaliste français, premier grand traducteur de l'ouvrage en français. Sa version a profondément façonné la réception occidentale des Nuits, et l'ensemble du recueil est devenu l'un des grands réservoirs d'images, de motifs et de rêves de la littérature européenne. Ce qui me touche ici, c'est l'élégance de la construction. Nous sommes dans un récit emboîté dans un autre récit, comme un coffret dans un coffret, et pourtant, jamais le texte ne se perd. Au contraire, il avance avec cette grâce souple des grands contes, humour, amour, impatience, satire, humiliation, puis soudain cette petite morsure du destin qui laisse une claudication pour toute la vie. C'est drôle, mais ce n'est pas léger, c'est vif, mais ce n'est pas frivole, et pour qui aime la littérature qui amuse tout en observant l'âme humaine, c'est un pur délice. Si ces lectures vous accompagnent et vous plaisent, vous trouverez comme toujours les liens de soutien habituels là où ils se trouvent d'ordinaire. Merci à ceux qui rendent cette lenteur précieuse, celle de lire un beau texte comme il mérite d'être entendu. Alors, installez-vous. Imaginez une nuit chaude sur les bords du Tigre. Des lanternes vacillent sous des arcades. Une mule passe, ferrure claire sur la pierre. Plus loin, un muezzin a laissé dans l'air une dernière vibration. Dans une maison retirée, derrière une fenêtre à demi ouverte, une jeune fille arrose des fleurs. Dans une autre, un jeune homme tremble d'amour. Et quelque part dans la ville, avec ses rasoirs, ses discours, son aplomb interminable, un barbier s'apprête à ruiner une existence. Car à Bagdad, mes amis, il suffit quelquefois d'un homme qui parle trop pour que le malheur trouve son chemin. Un tailleur racontait qu'un bourgeois de la ville l'avait convié avec plusieurs autres à un festin donné le matin précédent. Il s'y rendit de bonne heure et trouva déjà là une compagnie nombreuse assise en attendant le maître du logis. On causait doucement, on échangeait ces politesses qui précèdent le repas, lorsque l'hôte reparut enfin
accompagné d'un jeune étranger très proprement vêtu, bien fait de sa personne, mais boiteux. On se leva pour lui faire honneur. Chacun l'invita à prendre place. Le jeune homme s'avançait déjà vers le sofa lorsqu'apercevant dans l'assemblée un barbier, il recula brusquement comme si l'on eût mis sous ses yeux un serpent et voulut sortir sans autre explication. Le maître de la maison, surpris, le retint. « Seigneur, lui dit-il, où allez-vous ? Je vous ai prié de me faire l'honneur de partager mon repas, et à peine avez-vous franchi mon seuil que vous voulez me quitter. » « Au nom de Dieu, répondit le jeune homme, ne me retenez pas, permettez que je m'éloigne. Je ne puis voir sans horreur cet abominable barbier que voilà. Quoiqu'il soit né dans un pays où tout le monde est blanc, il ressemble à un Éthiopien. Mais son âme est encore plus noire et plus horrible que son visage. » À ces mots, toute la compagnie demeura frappée d'étonnement. On se tourna vers le barbier. Le barbier tenait les yeux baissés et gardait le silence, ce qui, chez un homme de sa profession, parut déjà chose remarquable. Mais le jeune étranger parlait avec tant de feu et avec un tel accent de vérité offensée que chacun conçut aussitôt une très mauvaise opinion de celui qu'il désignait. On pria donc l'étranger de s'expliquer. Il résista d'abord, puis, cédant aux instances du maître du logis et de tous les convives, il s'assit en tournant le dos au barbier, pour peur, disait-il, de rencontrer seulement son regard, et commença ainsi. « Mon père tenait dans Bagdad un rang assez élevé pour aspirer aux premières charges, mais il préféra toujours une vie tranquille aux honneurs qu'il eût pu mériter. Il n'eut que moi de fils. Lorsqu'il mourut, j'étais déjà en âge de gouverner les biens considérables qu'il me laissa, et grâce au ciel, je ne les dissipais point follement. Jusqu'alors, je ne m'étais peu soucié des femmes. J'évitais même, je l'avoue à ma honte, leur commerce avec un soin scrupuleux, comme si j'eus voulu faire gloire d'une froideur peu naturelle à mon âge. Mais un jour, comme je passais dans une rue, je vis venir vers moi une troupe de dames. Pour ne les point rencontrer, j'entrai dans une petite rue détournée et m'assis sur un banc près d'une porte. J'étais assis vis-à-vis d'une fenêtre où paraissait un vase de fleurs admirablement belle. J'avais les yeux attachés sur ce vase, lorsqu'en un moment, la fenêtre s'ouvrit. Une jeune dame y parut, je vous le dis sans exagération, sa beauté m'éblouit. Elle jeta d'abord les yeux sur moi, puis, en arrosant ses fleurs d'une main plus blanche que l'albâtre, elle me regarda avec un sourire où il y avait à la fois de la douceur, d'esprit et je ne sais quelle secrète intelligence. Ce seul regard fit en moi plus de ravages que n'eût pu faire une longue familiarité. Toute l'aversion que j'avais eue jusque-là pour les femmes fut renversée d'un trait. J'aimais dans l'instant même. J'aimais avec cette violence d'autant plus redoutable qu'elle tombait sur un cœur neuf. La jeune dame referma la fenêtre. Quant à moi, je demeurais sur ce banc comme un homme frappé. Je n'en fus tiré que par un bruit de pas et de voix. En levant la tête, je vis venir le premier cadi de la ville, monté sur une mule et suivi de plusieurs gens. Il mit pied à terre précisément à la porte de cette maison et y entra. Je jugeai ainsi que cette incomparable beauté était sa fille. Je revins chez moi dans un état bien différent de celui où j'en étais sorti. Une fièvre violente s'empara de moi. Je me mis au lit et l'on me vit changer en peu d'heures à tel point que mes parents s'alarmèrent. Les médecins furent mandés. Ils me tourmentèrent de remèdes, mais ne comprirent rien à mon mal, qui n'était autre que l'amour. J'eusse peut-être gardé le silence jusqu'à la mort si une vieille dame, amie de la maison, n'eût deviné mon secret. On la laissa seule avec moi. Elle s'assit près de mon lit et me dit « Mon fils, vous cachez la cause de votre maladie.
Mais je n'ai pas besoin que vous me la nommiez. C'est l'amour qui vous réduit en cet état. Dites-moi seulement quelle est la dame qui a fait un si beau triomphe d'un cœur naguère si dédaigneux. » Je résistais encore un peu, par honte, par défiance, peut-être aussi par cette pudeur maladive de l'homme qui craint de profaner en parlant ce qu'il ressent avec violence. Mais la bonne dame me pressa si adroitement, avec tant de douceur et d'assurance, que je lui déclarai enfin toute l'aventure. La rue, la fenêtre, les fleurs, le sourire et le caddie. Elle m'écouta, puis elle me répondit « Je connais celle que vous aimez. C'est en effet la fille du premier cadi de cette ville. Je ne m'étonne point qu'elle vous ait charmé, c'est la plus belle et la plus aimable personne de Bagdad. Mais elle est fière, et son père, plus sévère encore que tous les juges réunis lorsqu'il s'agit d'enfermer les femmes dans la retenue, veille avec elle une rigueur extrême. Il y aura de grands obstacles, pourtant je tenterai tout. » Elle s'y employa, d'abord sans succès. La jeune dame l'écouta quand il ne s'agissait que de ma souffrance, mais au premier mot d'entrevue, elle se récria, se montra blessée et défendit même à la vieille de lui reparler de semblables sujets. À cette nouvelle, mon mal augmenta si fort que les médecins me crurent perdu. Mais la vieille, qui n'était pas femme à se rebuter, retourna chez elle. Elle la trouva, cette fois, dans une humeur plus humaine. Elle prit un air affligé, poussa des soupirs, et la jeune personne lui demanda le sujet de son trouble. Alors, la vieille, redoublant d'habileté, lui peignit mon état comme désespéré, lui dit que j'étais sur le point d'expirer pour l'avoir vue et que cette mort serait à jamais une accusation contre sa beauté. La fille du cadi pâlit. Elle voulut savoir si tout cela était vrai. La vieille jura que oui. Alors, la jeune personne soupira à son tour et dit « S'il est en effet malade pour l'amour de moi, je consens qu'il me voie et qu'il m'entretienne, mais qu'il ne s'attende pas à davantage, à moins qu'il n'aspire à m'épouser et que mon père n'y consente. Le vendredi, durant la prière de midi, lorsque mon père sera sorti, qu'il se présente devant notre maison. Je le verrai par la fenêtre et je descendrai lui ouvrir. Mes amis, vous jugez de l'effet que produisit sur moi cette nouvelle. À mesure que la vieille parlait, je sentais ma fièvre tomber. Quand elle eut achevé, je me levai presque guéri. Je lui donnai ma bourse, assurant qu'elle l'avait mieux méritée à elle seule que tous les médecins ensemble. Le vendredi vint enfin, ce vendredi qui me paraissait devoir être l'aurore même de ma vie. Je choisis mon plus bel habit. Je voulus être digne, au moins par le soin extérieur, de la faveur qu'on m'accordait. La vieille, me voyant si occupée, me dit « Ne vous baignerez-vous point avant de vous rendre chez le cadi ?» Je répondis que le temps me manquerait et qu'il suffisait de faire venir un barbier habile et prompt. Ô ciel, c'est ici que commence mon malheur. L'un de mes esclaves alla chercher un barbier. Il me ramena cet homme que vous voyez, ce fléau de ma destinée, ce destructeur de rendez-vous, ce démon vêtu en homme de métier. Dès qu'il entra, il me salua et me dit, après m'avoir regardé, « Seigneur, il me paraît à votre visage que vous ne vous portez pas bien. » Je répondis sèchement que je sortais de maladie. « Je souhaite, reprit-il, que Dieu vous délivre de toutes sortes de maux. Dites-moi présentement de quoi il s'agit. J'ai apporté mes rasoirs et mes lancettes. Souhaitez-vous que je vous rase ou que je vous tire du sang ?» Je lui dis que je voulais seulement être rasé et que j'étais pressé. « Dépêchez-vous, ajoutai-je, car je m'en attends à midi précisément. » Au lieu d'obéir, il déplia sa trousse avec une lenteur funeste. Puis, chose incroyable, au lieu de verser de l'eau dans son bassin,
il tira un astrolabe, sortit dans la cour, leva gravement les yeux au ciel, prit la hauteur du soleil et revint me dire d'un ton doctoral « Vous serez bien aise d'apprendre que nous sommes aujourd'hui au vendredi 18e de la lune de Saphar et que la conjonction de Mars et de Mercure vous est favorable pour vous faire raser. Mais d'un autre côté, cette même conjonction annonce pour vous un danger considérable. Non pas véritablement la perte de la vie, mais du moins une incommodité qui vous pourrait durer tout le reste de vos jours. » Jugez de mon désespoir. Je brûlais d'impatience, il m'accablait d'astrologie. Je me mis en colère et lui dis que je ne l'avais point mandé pour consulter les étoiles, mais pour manier le rasoir, qu'il eût donc à me raser ou à céder sa place à un autre. À cela, loin de s'émouvoir, il me répondit avec un flegme à rendre fou le plus modéré des hommes. « Seigneur, quel sujet avez-vous de vous mettre en colère? Tous les barbiers ne me ressemblent pas. Vous avez en ma personne le meilleur barbier de Bagdad, un médecin expérimenté, un chimiste très profond, un astrologue qui ne se trompe point, un grammairien achevé, un parfait rhétoricien, un logicien subtil, un mathématicien accompli, un historien savant, un philosophe, un poète, un architecte. Il n'y a rien de caché pour moi dans la nature. Feu votre père connaissait mon mérite. Il me chérissait, me caressait et ne cessait de me citer comme le premier homme du monde. Mes amis, je n'avais pas le loisir d'admirer tant de talents réunis. Je lui criai simplement « Commencerez-vous donc bientôt, babillard à Portu ?» Il leva alors sur moi un regard blessé. « Babillard, moi, Seigneur? Vous me faites grande injustice. Tout le monde, au contraire, me donne le glorieux surnom de silencieux. J'avais 6 frères que vous auriez pu, avec raison, appeler discoureurs. Mais moi, qui suis leur cadet, je suis grave, mesuré, concis. » Je vous avoue qu'en cet instant, je me sentis saisi d'une rage si entière que je pensais l'étrangler de mes mains. Toutefois, prenant un autre parti, j'ordonnai qu'on lui donnât 3 pièces d'or pour qu'il se retirât. Il refusa. « Ce n'est pas moi qui suis venu vous chercher, c'est vous qui m'avez fait venir. Je jure, foi de musulman, que je ne sortirai point d'ici que je ne vous ai rasé. » Puis il se lança, pour mieux justifier cet entêtement, dans l'éloge de mon père, dans le récit des présents qu'il avait reçus de lui, dans le souvenir d'horoscopes tirés, de consultations données, de discours admirables prononcés à son chevet, si bien qu'il me semblait entendre un homme qui se louerait lui-même au chevet d'un mourant. Enfin, il me lava la tête, prit son rasoir, me donna 4 coups à peine, puis s'arrêta de nouveau pour me conseiller sur la modération de mes passions, l'obéissance due à la sagesse et l'avantage infini qu'il y avait à prendre conseil d'un homme éclairé avant d'aller à quelque affaire importante. Il voulait savoir où j'allais. Je résistais d'abord, mais voyant qu'il ne finirait jamais si je ne le satisfaisais point, je lui répondis qu'on m'attendait chez des amis pour célébrer le retour de ma santé. À peine eut-il entendu le mot de régal qu'il s'écria « Dieu vous bénisse, vous me faites souvenir que j'ai moi-même convié aujourd'hui 4 ou 5 de mes amis à manger chez moi, et j'avais oublié de faire mes préparatifs. » Je lui répondis pour en finir « Prenez dans mon garde-manger tout ce que vous plaira. J'ai un agneau, 6 chapons, une 12aine de poulets, plusieurs mets préparés. Je vous ferai donner du vin, des fruits, tout ce qu'il faudra, mais achevez promptement de me raser. » Il voulut tout voir. On apporta devant lui les viandes, le vin, les fruits, les assaisonnements.
Il examina chaque chose l'une après l'autre avec l'attention d'un vizir inspectant les trésors du sultan. Puis, transporté de joie, il me déclara qu'il ressemblait par son humeur gaie et peu parlante à certains joyeux personnages de Bagdad, Zangtut le baigneur, Sali le vendeur de pois chiches, Salouz le marchand de fèves, Akersha le vendeur d'herbes, Abou Mekarès l'arroseur de rue et Kassem de la garde du calife. Et, pour me convaincre qu'ils étaient tous d'aimables compagnons, il se mit à les imiter. Oui, Seigneur, pendant que l'heure fuyait, pendant que mon cœur battait d'amour, pendant qu'une jeune fille m'attendait peut-être en tremblant dans la maison de son père, ce barbier chanta, dansa, se déhancha, se contrefit, joua 6 personnages et me fit voir successivement la chanson et la danse de chacun. J'avais envie de le tuer. J'ai eu pourtant le malheur d'en rire. Il y a dans l'excès du ridicule quelque chose qui désarme un instant même la douleur. Enfin, grâce au ciel, il acheva de me raser. Je le congédiai avec les présents convenus et je crus l'avoir laissé chez moi, occupé de son festin. Je partis aussitôt, accompagné de quelques esclaves. Mais cet homme avait deviné qu'il y avait dans ma hâte autre chose qu'un simple repas. Il s'était contenté de suivre mes gens jusqu'à sa maison pour voir déposer les provisions. Puis, au lieu d'y entrer, il s'était caché à l'angle d'une rue en fin de mes pieds. Je me rendis chez le cadi. La jeune dame m'avait vu venir. Elle descendit, m'ouvrit et me conduisit dans une chambre retirée. Imaginez mon trouble. Figurez-vous celui d'un homme qui touche enfin à la joie dont il a cru mourir de privation. Nous eûmes à peine le temps d'échanger quelques paroles. Je ne sais si j'étais plus heureux de l'entendre parler que de la voir écouter. Je la trouvais belle comme au premier jour, mais plus touchante encore, parce que sa bonté luttait visiblement contre sa retenue. Cependant, le temps passait. Et voici que soudain un bruit se fit entendre dans la maison. Le cadi, contre toute attente, revenait plus tôt que nous ne l'avions cru. Il entra, irrité de quelques sujets domestiques, et se mit lui-même à donner la bastonnade à un esclave qui la méritait. L'esclave poussait de grands cris. Or, dans la rue, le barbier, cet esprit pénétrant, entendit ces cris. Et comme il se savait né pour interpréter à sa manière tous les événements du monde, il conclut aussitôt que c'était moi qu'on maltraitait dans la maison du cadi. Alors il se mit à crier au secours, à déchirer ses habits, à s'arracher la barbe, à ameuter les passants, les voisins, mes propres gens. Il les assura qu'on assassinait leur maître, qu'un juge perfide l'avait attiré chez lui pour le perdre et qu'il fallait enfoncer la maison pour me sauver. La confusion que j'éprouvais n'est pas exprimable, tandis que le cadi, surpris d'un tel vacarme, demandait ce qu'on voulait. Le barbier et mes esclaves se précipitèrent dans la demeure comme des furieux, cherchant partout, fouillant les chambres, ouvrant les portes, appelant mon nom et jetant le désordre dans toute la maison. Je cherchais un endroit où me cacher. Je n'en vis point d'autre qu'un grand coffre vide. Je m'y jetai, je rabattis le couvercle sur moi et j'y demeurai, retenant jusqu'à mon souffle. Hélas, il fallait que le malheur eût des yeux. Le barbier entra précisément dans cette chambre. Il regarda autour de lui, aperçut le coffre, l'ouvrit et,
m'y découvrant blotti comme le plus misérable des fugitifs, s'écria avec une sorte de joie triomphante: « Avant que j'eus pu le conjurer de me laisser périr plutôt que de m'exposer, il referma le coffre, le chargea sur sa tête et m'emporta. » Oui, mes amis, cet homme me porta, enfermé dans un coffre, à travers la rue. Toute la populace suivait, riant, criant, commentant le scandale. Le barbier marchait en avant comme s'il eût délivré un prince captif. Moi, j'étouffais de honte, plus meurtri encore d'être ridicule que d'être en danger. À la fin, par une fatalité digne d'une farce infernale, le coffre s'ouvrit pendant qu'il me transportait. Ne pouvant supporter davantage d'être montré ainsi à toute la ville, je me jetai hors du coffre avec tant de précipitation que je tombai rudement sur le pavé et me blessai à la jambe d'une manière si grave que je suis demeuré boiteux depuis ce temps-là. Ce ne fut pas tout. Le barbier, loin de se taire enfin, se mit à me poursuivre encore de ses clameurs, comme si j'eus dû rendre grâce de ma disgrâce. Je m'enfuis du mieux que je pus, malgré ma blessure, et ne trouvai de salut qu'en me réfugiant dans un camp, dont le concierge, ayant pitié de mon état, empêcha ce maudit personnage d'entrer. Lorsque je pus réfléchir, je reconnus qu'il ne m'était plus possible de demeurer à Bagdad. La honte d'une telle aventure, le bruit qu'elle ferait infailliblement dans toute la ville, l'impossibilité même où j'étais de revoir la fille du cadi après un tel tumulte, tout me condamnait à l'exil. Je donnai donc une grande partie de mes biens à mes parents, réglai ce que j'avais à régler et quittai ma patrie pour venir m'établir dans cette ville éloignée au milieu de la grande Tartarie, où j'espérais vivre caché, inconnu et surtout délivré de la vue de ce barbier. Et cependant, Seigneur, le voilà. Jugez après cela s'il m'est possible de m'asseoir en repos à une table où cet homme se trouve. J'avais fui Bagdad pour lui échapper, je le retrouve ici. Il est cause que je suis boiteux, cause que j'ai perdu ma maîtresse, cause que j'ai perdu ma ville. Et si je ne me retire point aujourd'hui même, je craindrai toujours que mon mauvais destin qui marche avec lui ne me découvre jusque dans les lieux où j'irai me cacher. » Le jeune homme acheva ces paroles avec une émotion si vive et un ressentiment si naturel que tous ceux qui l'avaient entendu se sentirent tournés contre le barbier. Il y eut dans l'assemblée un moment de silence, ce silence qui suit les récits où le ridicule a quelque chose d'affligeant. On se représentait à la fois ce rendez-vous rompu, ce coffre porté en triomphe, cette chute sur le pavé et l'exil qui en suivait. Et chacun convenait en soi-même qu'un homme peut causer plus de mal par vanité que d'autres par malice. Quant au barbier, il releva alors la tête, et ceux qui le regardaient alors ne savaient plus s'ils devaient rire de son maintien ou le redouter encore dans quelque nouvelle justification, car déjà on voyait sur ses lèvres se préparer un discours. Mais ceci, mes chers veilleurs, appartient à une autre nuit.